Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Patrimoine qui est un petit peu particulier, dans lequel on a très peu de crypto, et justement quelqu'un qui a investi une partie de son épargne, mais qui ne veut pas continuer à réinvestir, ou en tout cas qui ne peut pas. Et ça va être très intéressant d'analyser ce patrimoine-là, parce que justement dans ses objectifs, et par rapport à son portefeuille crypto, il y a peut-être une incohérence, et vous allez comprendre pourquoi. Alors déjà, au niveau du patrimoine, on a une grosse partie en immobilier, les résidences principales, 66%, plutôt logique. On a une petite partie en action et avec des fonds, quelque chose qui va être intéressant à voir. Et on va avoir des livrets, donc de la liquidité plutôt classique, et on va avoir 4000 euros, 4700 euros, donc moins de 2% du patrimoine directement en crypto, et du coup, on va découvrir le patrimoine de cette personne-là. Donc quelqu'un qui gagne 2500 euros par mois, dans lequel c'est en famille avec des enfants, 35 ans, et on a quelqu'un qui est venu dans la crypto parce qu'il y a un ami qui minait de l'Ether et qui lui a parlé justement de la crypto-monnaie. Et au niveau des évolutions et du but, c'est d'aller sur faire grossir son bag avec derrière 80% des cryptos en cas pérenne, donc je suppose que c'est plutôt classique, et 20% en exotique, qui est un peu une répartition classique d'un bag. Ok, on va aller voir si ça correspond à ça par la suite. Et quand on regarde, l'objectif pour lui, c'est plutôt de former sa psychologie et de comprendre l'écosystème crypto et de le considérer comme étant une forme d'assurance vie long terme dans lequel on investit systématiquement. Ce qui pourrait être cohérent, mais il faut prendre pour moi un peu de recul par rapport à ça. Il y a un certain nombre de cryptos dans lesquels on peut considérer que c'est en effet une forme d'investissement, comme on pourrait le voir sur Bitcoin, dans lequel on a une conservation de valeur très très forte. Le cas aussi d'Ethereum, bien qu'il y a des personnes qui vont me dire que ce n'est pas le cas, mais on est vraiment dans cette typologie-là. Donc pourquoi pas, mais on est quand même très très loin de l'assurance vie, il faut bien faire attention quand même à la gestion de son risque. Au niveau de l'évolution du bag, on a un délai sans délai précis, 100 000 euros au niveau du bag, donc passer de 4 000 à 100 000, ça va quand même une grosse performance, donc on va en discuter justement. Et annuel 2024, 10K, donc ça veut dire là actuellement faire x2, x2,5 par rapport au portefeuille actuel. Alors, deux choses par rapport à ça, et peut-être c'est la réflexion à avoir de ce côté, ça va être déjà de poser une date par rapport à l'évolution et à la target que l'on a. Il faut comprendre que lorsqu'on a un bull run, quand on est en bull market, il y a toujours des phases de latérisation et de phases d'expansion, et d'avoir un objectif qui est timé réellement dans le temps, c'est compliqué dans ces phases-là, d'accord? Il faut comprendre que oui, on a une forme de fractalité, mais c'est plus sur 4 ans, donc on est plus sur des objectifs de cycle à cycle. Là, on a des objectifs qui sont cohérents, par rapport à des objectifs qui sont timés au milieu d'un cycle, c'est beaucoup plus aléatoire et très compliqué. Alors avant d'aller justement sur la partie purement crypto, on va faire un tour sur les actions et les fonds qu'il a pu avoir. On voit qu'il y a de l'assurance vie, on va avoir du fonds, et on a notamment quand même pas mal de frais, hein. On voit par exemple ici le fonds SICAV, quand on regarde un petit peu, c'est quand même relativement cher, un frais d'entrée 2%, et on va avoir 1,5% de frais courants, donc ce qui est énorme, donc il faut faire vraiment très attention par rapport à ça, aux frais des fonds dans lesquels vous investissez. Soyez toujours idéalement en dessous de 0,5, pensez bien à vérifier ça, parce que c'est quelque chose sur le long terme que vous allez payer. Déjà, tout ce qui est frais d'entrée, ça fait toujours très mal, donc on limite au maximum. En tout cas, ce qui est plutôt positif, c'est le fait d'ouvrir une assurance vie de façon à ce qu'on marque la date. Pareil pour le PEA, là en l'occurrence je ne vois pas de PEA, et ça pourrait être intéressant d'ouvrir un PEA, ne serait-ce qu'avec 50 euros, ouvrir une action, de dire qu'on a noté la date, au moins comme ça, qu'on arrive très vite à la date de réduction fiscale. Donc ça, c'est un petit peu l'idée, donc on fait toujours très attention à aller vérifier les frais pour voir l'impact que ça peut avoir sur le long terme. Alors, concernant crypto, donc très peu, petit portefeuille, hein, 4000 euros en crypto, qui a été en même temps investi depuis assez peu de temps. On voit qu'il y a un petit peu des performances, 20% de performance, mais ça reste quand même relativement faible par rapport à l'évolution. 41K de PMA, donc de prix moyen d'achat sur le BTC, donc ça veut dire que t'es parti juste avant vraiment la grosse envolée des différents ETF que l'on peut avoir. Donc c'est là où tu vas avoir une grosse partie, donc sur Bitcoin et Ethereum, où tu auras une grosse partie de ton portefeuille. Donc quasiment, quand on regarde BTC 45, Ether 28, donc vraiment une grosse partie de ton portefeuille qui est basée dessus. Et il faut comprendre que là-dessus, quand on regarde les objectifs par rapport à ça, en fait, on va se poser des questions. C'est-à-dire que le fait de passer à 10K, c'est 2,5 bon, on retire la notion de 2024, on retire la notion de temporalité, 2,5, est-ce que sur 60% du portefeuille, donc c'est-à-dire sur Ethereum et Bitcoin, on peut faire 2,5?
2,5 sur Bitcoin, ça sous-entend toucher 150K. Ça pourrait être un des tops, on sait qu'on peut aller plus haut, mais en tout cas, ça peut être un des tops. Mais ça sous-entend que il va falloir vendre le top pour y arriver. Sur Ethereum, on est actuellement sur 2000, 2009, on peut viser entre 10 et 12K. Le top, pour moi, pourrait être dans les alentours de plus, mais non, néanmoins, 12K, c'est une target qui pourrait être tout à fait cohérente. Mais encore une fois, ça veut dire qu'il faut viser le top. Donc ça veut dire qu'on serait dans les alentours d'un x3 sur le portefeuille en lui-même. Donc sur cette partie massive du portefeuille. Donc on serait cohérent par rapport à ça. Par contre, ça sous-entend qu'on vise les tops, on vise des targets précises, et donc aussi, ça sous-entend que la temporalité risque d'être fausse au niveau de 2024. Autre chose, l'autre target que l'on a ici, sans forcément de date, 100 000 euros par rapport à l'évolution du portefeuille. Il faut comprendre que là, sur une typologie de wallet de ce style-là, avec aussi peu d'investissement et sans cash flow réel, parce que c'est le principe de ce portefeuille, et en tout cas de ce patrimoine, ça veut dire que il n'y a pas de réinvestissement. Et donc, ça sous-entend que la plus-value que tu feras pour réinvestir, pour pouvoir arriver à 100K, ça veut dire qu'il faut que tu dégages la totalité de ton bénéfice, que tu le réinvestisses au meilleur moment dans le prochain bear, donc c'est-à-dire que tu vends au meilleur moment sur ce bull run pour réinvestir au prochain bear au meilleur moment, pour potentiellement revendre encore une fois au meilleur moment sur le prochain cycle. Là-dessus, c'est compliqué, d'accord? C'est vraiment compliqué, et c'est pour ça que il faut avoir quand même, dans ce type d'objectif-là, réfléchir à la mise en place d'un cash flow qui pourrait être fort dans la période de bear du prochain cycle, dans lequel il y aura une forme de DCA de renforcement pour augmenter ta capacité d'investissement pour arriver plus facilement et plus rapidement aux objectifs d'évolution. Après, la complexité, c'est qu'il y a très peu de taux d'épargne potentiel, 6%, ce qui reste tout à fait cohérent. Généralement, le taux d'épargne moyen français est entre 3 et 10%, donc assez large. Et c'est pour ça que quand c'est comme ça, il faut commencer à avoir une réflexion en se disant, ok, non, soit comment je fais pour structurer mes flux de dépenses, donc c'est une forme de cut budgétaire dans lequel on réfléchit réellement à toutes les dépenses que l'on a et comment on peut optimiser ça, soit on fait l'un ou l'autre, ou les deux d'ailleurs, ça peut être mieux, soit on va travailler le cash flow, c'est-à-dire dans lequel on va dire, ok, comment je peux faire pour avoir des primes supplémentaires, comment je peux faire pour augmenter mon salaire, pour augmenter 1, 2, 3, 4%, pour pouvoir passer au moins la barre des 10% dans le taux d'épargne, de façon à pouvoir continuer à investir, et peut-être cette partie-là, la mettre de côté, ou continuer à investir dans de la crypto, ou pourquoi pas dans un PEA, pour pouvoir financer les actions. Ça pourrait être intéressant d'essayer de faire monter un petit peu son taux d'épargne, pour aller plus vite vers ses objectifs. Le fait de passer par Finary m'aide énormément à pouvoir analyser ces patrimoines-là, et si ça vous intéresse, l'outil est gratuit, et il y a une partie payante, avec beaucoup plus de valeur et beaucoup plus d'indications. C'est en commentaire et en description, il y a un lien avec moins 20% si ça vous intéresse, pour découvrir Finary. Et si ce type d'analyse vous plaît, n'hésitez pas à le mettre en commentaire en description, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.